Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine du 14 octobre. On va essayer ensemble de détricoter pour retisser du sens sur les aspects de cette semaine, donc notamment la pleine lune en Bélier, qui est marquée par une forte intensité puisqu'elle dialogue avec Pluton, elle dialogue avec Mars, elle est en Bélier. Donc il y a quelque chose, moi, qui me fait penser un petit peu à cette force volcanique qui aurait envie de sortir, qu'on voit déjà, je pense, collectivement, et peut-être essayer de donner un sens en tout cas pour nos individualités, de comment on peut apprivoiser ou maîtriser cette force. Donc c'est un petit peu le fil conducteur, sachant que c'est pas non plus un exercice très facile, parce qu'il y a tellement d'aspects, tellement de subtilités, hein, donc c'est-à-dire qu'il est possible que j'oublie ou que je n'ai pas, voilà, forcément toujours il y a toujours une marge qui est aussi biaisée par notre propre sensibilité, notre propre manière d'appréhender les choses. Vous le notez sans doute aussi avec l'humidité très forte au Guatemala, je perds un petit peu ma voix. Puis je suis bien taureau pour le taureau est corrélé au cou, hein, donc voilà. Donc on va commencer d'abord avec la semaine qui s'ouvre sur une opposition de Vénus qui est en Scorpion opposée à Uranus. Donc, on a une semaine qui s'ouvre avec Vénus en présence. Donc, Vénus régit bien sûr la balance. Donc, on est toujours dans le maître, j'allais dire, de cette saison solaire régie par Vénus. Alors, les aspects de Vénus-Uranus, moi, je me rappellerai toujours ce qu'on entend le plus. Donc, ça vient un petit peu relaxer peut-être l'énergie qui, building up, qui se construit en intensité au fil de la semaine. Vénus opposée Uranus est un aspect qu'on associe souvent au coup de foudre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée de Uranus qui est l'imprévu et Vénus la belle qui serait réveillée, j'allais dire, par Uranus. Donc, c'est cet inattendu, j'allais dire, uranien dans un espace vénusien lié à la beauté, à la création, à l'amour. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire, même si vous avez des planètes à 26 degrés du Scorpion, du Taureau, du Lion ou du Verseau, que vous allez forcément vivre sur ce degré-là, ce transit. Il y a énormément de techniques, notamment les techniques hellénistiques, nous permettent de préciser quel va être notre seigneur du temps, enfin nos seigneurs du temps à certains moments de nos vies, qui fait que certains transits se manifestent avec plus de force dans nos vies. Mais si on revient, moi je me disais en préparant, ça me faisait penser à La Belle au bois dormant. Vous allez me dire, mes références ne deviennent plus mythologiques, mais des contes de fées, mais je pense que c'est aussi intéressant. On peut relier la symbolique des contes. La Belle au bois dormant qui se ferait réveiller de son sommeil par le prince, mais d'un point de vue intérieur. hein. C'est-à-dire qu'on a vu dans les vidéos précédentes, alors je crois que j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, non, j'en ai pas fait, Vénus en Scorpion, il y a cette idée que j'avais associée à Psyché, à Perséphone, à ces femmes qui justement doivent descendre dans les profondeurs, rencontrer les mémoires traumatiques, les traumas, les tabous. hein. Quelque chose où justement ça peut être aussi tout le matériel psychique qui a été endormi depuis des années. hein. Et Uranus peut, par l'action de cette foudre, nous foudroyer par l'éclair de la conscience, de la lucidité. Donc, pour élargir un petit peu ce symbolisme du coup de foudre, ça peut être prendre conscience tout simplement dans nos relations qu'il y avait certaines valeurs qui étaient des valeurs héritées, qui étaient quelque chose qu'on reproduisait parce que c'était dans l'ombre, on était agi par nos mémoires. Uranus a cette vocation, surtout en astrologie dite évolutive, donc toute la branche de Jeff Green, de venir libérer les mémoires traumatiques. Pourquoi? Parce que on peut imaginer Uranus qui serait plus associé à Prométhée, qui est cette idée de voir le futur. Forcément, quand vous libérez la mémoire passée, votre présent ne répond plus à cette mémoire. Donc, vous pouvez libérer aussi le futur. Donc, c'est un aspect qui va être présent un petit peu justement toute la semaine. On pourrait même dire pendant la pleine lune, cet aspect est là, qui peut nous inciter à changer de point de vue sur certaines de nos relations affectives, romantiques, en voulant oser peut-être. Il y a un côté Uranus-Vénus beaucoup plus libertaire, entre guillemets, de libérer justement le poids vénusien de la façon, surtout d'une Vénus en balance, peut-être des valeurs sociétales, de comment on doit
rentrer en relation, de comment on doit tisser des relations, de comment on doit vivre ces relations, de comment on doit vivre notre sexualité, de comment on doit vivre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Hein. Donc il y a quand même ce bousculement, peut-être cet affranchissement, ce côté uranien que j'aime beaucoup, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, qui est irrévérencieux, qui ne veut pas se plier, qui ne veut pas se satisfaire aussi, peut-être, on pourrait le prendre pour le mettre sur le domaine artistique, de vouloir répéter déjà toujours ce qui a été fait, de respecter les critères du beau, de respecter les critères de la bien-pensance. Il y a Uranus-Vénus, ça vient modifier aussi ce qu'on trouve beau. Hein. Surtout avec une Vénus en Scorpion, ça peut justement libérer cette Vénus en Scorpion prisonnière des eaux marécageuses pour que tout d'un coup elle trouve que sa situation, là où elle se sentait complètement enfermée, elle voit une porte de sortie, que ce soit relationnel, au niveau de sa création, au niveau de l'expression de ses valeurs. Et en plus, le lendemain, donc mardi, on a Vénus en trigone à Neptune. Donc ça, c'est un beau trigone parce que c'est une énergie, et je pense peut-être on peut s'appuyer dessus, vu l'intensité de ce qu'on ressent déjà. Hein, 3 jours avant la pleine lune, vous ressentez la pleine lune, hein, même beaucoup plus avant. Hein. Mais Vénus-Neptune, c'est que malgré tout, il y a quand même un appui pour laisser la place à la grâce, à la beauté, au mystère, à la sensibilité. Et on le verra, hein, les énergies en présence de la pleine lune, c'est beaucoup plus ce côté très instinctuel, très réactif, très émotionnel. Donc là, on passerait dans une étape euh, où on toucherait, malgré justement toute la violence, tout le, j'allais dire un mot pas beau, mais oui, vraiment toute l'ombre de ce que, on le verra, peut incarner Pluton ou Mars, qui pour moi, c'est ces sortes de guerriers tyranniques, ce dictateur, ces rapports de force. Vous voyez, tout le pire de l'humanité que je pense qu'on voit suffisamment dès qu'on allume les infos ou sur d'autres registres en Amérique latine, c'est peut-être d'autres choses que vous voyez, mais ce côté très brut de pomme, très instinctuel, où on se dit, mais est-ce que l'humain a raffiné quelque chose en lui? Est-ce qu'il s'élève? Hein, donc tout le dessous, on pourrait dire, est soulevé. Et Vénus-Neptune, c'est nous rappeler quelque chose que je vous avais dit, qu'on m'a dit il y a longtemps et qui m'a beaucoup aidé, que plus on va soulever les choses, plus on s'élève. Hein, c'est un mouvement comme ça. Hein. Donc là, on pourrait dire il y a quand même Vénus-Neptune qui nous rappelle aussi que tout ce soulèvement, tout ce qui est remué émotionnellement à l'intérieur de nous, ou collectivement, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose sans doute en nous, on pourrait l'appeler comme vous voulez, hein, notre âme, notre connexion à la source, notre connexion au sacré, la partie qui se rappelle justement de cette unité, qui se rappelle qu'il y a quelque chose d'autre. Ça, on est très dans Vénus-Neptune. Hein. Vénus-Neptune nous permet justement de nous laisser guider par une sensibilité, par une compassion, par quand même une foi aussi dans, dans ce que disait Baudelaire, donne-moi ta bouche, j'en ferai de l'or, qu'on a quand même cette faculté à l'intérieur de nous de pouvoir transformer même le pire en quelque chose qui a quand même malgré tout du sens. En tout cas, c'est ce qu'on essaye un petit peu cette semaine. Donc, pour reprendre la pleine lune, je vais vous la montrer rapidement sur mon écran et après, je reviendrai. Hein. Donc, voilà la pleine lune, je pense que vous la voyez. Hein. Donc, j'ai fait exprès d'enlever les autres aspects. Hein. Donc, une pleine lune, c'est toujours le soleil en face de la lune. Donc, la lune est en bélier, conjoint à Chiron. Et on voit très bien le grand carré qui se crée avec Mars et avec Pluton. Hein. Donc, c'est ça qu'on va essayer de détricoter en rajoutant quand même, pour préciser notre propos, que peut signifier Chiron présent dans l'équation et que peut signifier aussi Junon. Junon, c'est Héra dans la mythologie. Hein. Donc, Chiron n'est pas vraiment un astéroïde, hein, il est hybride. Junon fait partie des astéroïdes. Donc, voilà ce qu'on va regarder ensemble. Donc, on a d'abord une pleine lune en bélier qui est conjointe à Chiron. Hein. Donc, la pleine lune en bélier, il y a quelque chose de l'ordre dans un thème de naissance, quand vous avez la lune en bélier, c'est pas une lune, on pourrait dire, qui, faut imaginer comme la lune, ce serait ce qu'on disait aussi beaucoup dans l'astrologie hellénistique. Hein. Rappelez-vous, je vous le dis souvent, si l'âme, quand elle incarne, passe par les différentes sphères planétaires, la lune est la dernière,
donc c'est la plus proche de la Terre, donc elle va collecter l'énergie des planètes, mais elle va aussi nous parler de comment quelque part on a été accueilli, hein, comment on se sent euh, contenu, comment on se sent nourri par cette force lunaire. La Lune en Bélier, il faut imaginer qu'elle est dans le domaine de Mars. Actuellement, Mars est en Cancer, donc ce qui veut dire qu'on a ce qu'on appelle une réciprocité mutuelle. Pourquoi? Parce que Mars est dans le Cancer, qui est le domicile céleste de la Lune, et la Lune est en Bélier, qui est le domicile céleste de Mars. Donc, ils sont liés, hein, donc, ils nous racontent une histoire ensemble. La Lune en Bélier, c'est cette tendance, on peut reprendre ce que je vous dis souvent, de ce voyage de l'héros ou de l'héroïne ou de l'accomplissement du soi qu'on retrouve dans, que ce soit les contes de fées ou même les mythes, qui est à un moment donné, pour devenir qui on est, on doit sortir de notre zone de sécurité. Et bien, une lune en bélier qui nous aide à sortir, pardon, peut-être pour être plus complète, de cette zone de sécurité à un moment donné dans notre vie, c'est Mars. Hein, on va essayer aussi de redorer un peu le blason de ce fameux Mars. Donc Mars, c'est cette force de l'épée qui, à un moment donné, va nous permettre de couper le monde lunaire d'appartenance, de sécurité, ou de fausse sécurité, hein, ça dépend, pour pouvoir prendre le risque ou avoir le courage de vivre notre vie et d'accomplir quelque chose en nous qui pulse, de répondre à cet appel. Or, la lune en bélier, souvent, elle a le sentiment que constamment, elle doit s'extirper de, euh, du monde de sécuritaire de la lune. Pourquoi? Parce que généralement, le monde de la lune n'est pas un monde sécurisant. Donc, il va toujours y avoir cette sensation, vous savez, de qu'on va retrouver que vous ayez la lune en bélier, la lune en aspect à Mars dans votre thème de naissance, c'est quelque chose, ou tout simplement des fois des transits, ou le fait juste que Mars soit en cancer et qu'il y restera jusqu'en février 2025, on a tous quelque part collectivement cette matrice actuellement de sentir, vous savez, soit qu'il faut s'extirper, soit qu'il y a un inconfort avec notre monde émotionnel, soit qu'il faut se défendre, soit se rendre compte que ça fait tellement de temps qu'on porte un petit peu des armes, comme si la vie devait être une lutte et qu'il fallait protéger qui on est. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que le but de Mars, pardon, dans un thème où une des fonctions principales de Mars, si on met dans notre panthéon intérieur, dans notre théâtre intérieur, c'est la défense du principe solaire, de qui on est. Quand il défend la Lune, il défend très instinctuellement, vous savez, je vais attaquer avant qu'on m'attaque. Le fait qu'il y ait Chiron dans cette pleine Lune vient réactiver quelque chose de très profond au niveau de notre blessure même, je trouve, en bélier d'exister. Cette, euh, cette difficulté à exister qui peut être liée à des blessures d'enfance. Si on prend la mythologie de Chiron, on pourrait dire il a toutes les blessures, il est rejeté, il est abandonné, c'est injuste, hein. Mais il y a aussi une autre dimension qui me vient d'un de mes professeurs en études jungiennes, donc qui est espagnol. C'était, et j'ai souvent entendu des amis ici, artistes, parler de cette ansiedad de vivir, l'angoisse de vivre, cette angoisse ontologique, hein, qui n'est pas l'angoisse, vous savez, vraiment au sens, vous avez un problème, c'est qu'on a tous un petit peu, comme je peux avoir cette appréhension à parler à une vidéo en sachant pas comment ça va être reçu ou si je vais être comprise. C'est cette petite angoisse qu'on a tous, hein, qui est l'angoisse même d'exister, d'être en vie, d'agir, d'oser, euh, d'oser être, tout simplement, hein. Donc, je trouvais aussi ça important de rappeler que il y a quelque chose forcément dans toute cette intensité, vous l'avez vu juste quand j'ouvre avec ce carré, ces lignes rouges de partout. Alors, bien sûr, j'ai enlevé les autres aspects, hein, mais il y a quelque chose comme ça d'intense qui nous réveille tous à des degrés différents selon notre propre résonance à notre thème, dans cette angoisse même d'exister et de survivre ou d'arriver à frayer un chemin dans ce monde qui paraît à la fois si complexe, mais surtout si chaotique, hein. Donc, souvent, lorsque Chiron touche la Lune, c'est comme si la flèche de Chiron, et les gens qui ont d'ailleurs des aspects Chiron-Lune dans un thème, on a souvent cette impression qu'on n'a pas été soutenu, on n'a pas été accueilli par la Lune. Vous savez, c'est pas la Lune en Cancer qui vous accueille, vous berce. C'est tout de suite l'impression plutôt d'arriver dans un monde hostile avec lequel il faut constamment utiliser Mars pour se défendre, hein. Et je pense qu'au niveau individuel, pour certains d'entre nous,
bien sûr, cette pleine lune peut mettre aussi tout ce rapport à la violence, mais aussi à cette propre, des fois, énergie en nous où on se fait violence pour arriver à être, arriver à exister. Et ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que il y a cette idée dans Chiron toujours que là où ça fait mal, il y a toujours l'antidote, hein. L'antidote, le dot et l'antidote, hein, ce fameux pharmacone, c'est toujours au même endroit. Donc, l'antidote de Chiron Lune, c'est justement d'oser incarner ce principe lunaire, de se relier. C'est une des clés, moi, je trouve, de l'astrologie. Pourquoi? Parce que elle nous permet de nous relier à ces énergies archétypales en nous qui vont dépasser, on pourrait dire, les propres blessures de notre personnalité, de notre enfance, et donc de pouvoir avoir, en tout cas, créé, hein, Mars est aussi en cancer, donc c'est toute la même difficulté, hein, c'est ce que je vous parlais, de se relier peut-être à des forces lunaires, hein, à ces grandes figures lunaires. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu toute cette mode aussi forte liée à la Lune, d'aller chercher ces images archétypales liées à la Lune, alors que vous alliez chercher des Sélénées, des Artémis. Là, on n'est plus sur une Lune Artémis avec Lune en bélier. Vous savez, Artémis qui est ce côté sauvage, inviolé par la société et qui a besoin des fois de se réfugier dans des clairières ou dans des espaces vierges pour avoir le courage et la force, hein. Mais c'est vrai qu'elle renonce à beaucoup de choses en faisant ça, mais ça peut être aussi cette partie-là très euh, dans la beauté, lune Chiron, c'est aussi, si on prend justement ce visage d'Artémis, faire la paix avec notre connexion au monde des plantes. Alors je dis ça parce que un jour, il faudra quand même que je vous montre ma vue quand je fais les vidéos avec le volcan et tous les arbres, toute la végétation luxuriante. Donc toute cette, voilà, cette connexion au monde végétal, cette connexion pour d'autres au monde animal. Mais je pense aussi que ce que vient appuyer très fortement et quelle est la difficulté de cette pleine lune, c'est qu'on voit aussi toute l'ombre de la connexion au monde, on pourrait dire instinctuel, de Mars-Pluton, qui est un monde de violence, de rapport de force, de domination, de rage, de contrôle, de jeu de pouvoir. Enfin, je vous en passe et je vous en passe. Et en face de la Lune, on a ce Soleil en balance, conjoint à Junon. Alors Junon, en plus, c'est Héra dans la mythologie, donc on va parler de sa partie lumineuse. On a ce soleil qui veut l'harmonie avec Junon, qui souhaite établir des relations saines, belles, qui a envie de la beauté, qui aurait envie que les choses soient simples, que les choses soient fluides, qu'on puisse concilier les points de vue opposés, qu'on puisse réunir en nous justement les opposés, faire la paix. Donc on a cette aspiration quand même dans cette pleine lune, je trouve, hein. Moi, je me disais, c'est comment on recrée des alliances, hein. Il y a aussi une idée de mettre en place des nouvelles alliances, mais on voit aussi les alliances qui nous blessent, hein. Donc, on est encore quand même dans, euh, en lien avec les éclipses, hein. Donc, il y a toujours cette idée qu'on travaille beaucoup, l'axe bélier-balance, la relation aux autres, la relation à nous-mêmes, mais aussi à l'intérieur de nous, hein. Comment on va réunir ces différentes parties de nous-mêmes. J'ai le soleil qui se lève ici. Donc, ça va être tout un défi, un petit peu. Donc, en plus, on a donc cette pleine lune qui sort d'un carré à Mars en cancer, hein. Donc là aussi, il y a quelque chose où un carré Mars-Lune, je vous l'ai décrit un petit peu, c'est comment on arrive ou pas à respecter nos émotions, comment on fait la paix avec ce monde émotionnel, comment on apprivoise, est-ce qu'on est dans la réactivité ou au contraire, est-ce qu'on arrive aussi à maîtriser quelque chose de nos émotions pour ne pas... surtout en Mars en cancer, il y a quelque chose pas forcément de très franc dans Mars en cancer, hein, c'est plus... et c'est ça qui peut être dangereux. Mars en cancer, c'est qu'on va garder les choses. Vous savez, il y a quelque chose même d'un petit peu inflammatoire, hein, euh, de tout ce que on ravale comme ça émotionnellement, où on va se faire des nœuds à l'estomac. Et c'est sûr que là, les oppositions à Pluton jusqu'à même avril, ça va pas nous lâcher. Parce qu'à un moment donné, c'est le volcan, vous savez, qui a trop attendu et ça explose. Donc je pense aussi qu'il y a quelque chose en nous. euh,
à arriver à écouter au plus profond ce que des fois les Américains appellent ce gut feeling, vous savez, cette chose très profonde euh, en nous, hein, on pourrait dire ça comme ça, hein, qui vient, euh, qui vient parfois nous dire voilà, qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a quelque chose à oser exprimer, qu'il y a une manière de faire peut-être différente, parce que quand vous avez une opposition entre Mars et Pluton, c'est comme s'il y a deux... Alors, si je prends les combinaisons archétypales, vous avez Mars qui est le guerrier, Pluton qui est le tyran. Dans l'expression lumière, Mars devient le chevalier et, vous allez me dire, je parle encore de mon Merlin, et Pluton devient l'alchimiste magicien, hein. Donc, par contre, c'est sûr que souvent, on rencontre l'ombre de l'aspect à l'extérieur de nous, c'est-à-dire dans une caricature, et je pense que là, j'ai même pas besoin de nommer ce qui se passe au niveau collectif pour qu'on voit comment les affrontements de volonté personnelle, et si on va un peu plus loin, Mars en cancer, c'est quoi? C'est les fissures au sein d'une nation, c'est les fissures identitaires, c'est défendre son identité, c'est vouloir se rassurer en étant dans des tendances très protectionnistes, c'est partir en guerre justement pour protéger ce cancer, vous savez, où on va se rabougrir en nous et on va oublier ce côté citoyen du monde ou pour la dimension sociétale ou même d'appartenance à quelque chose qui nous permet de chacun se rappeler qu'on porte quelque chose de commun à nous tous par le seul fait même de partager, on pourrait dire, cette angoisse existentielle d'être en vie et d'arriver à trouver du sens dans nos vies. Ça, c'est quelque chose qu'on partage tous, hein. Donc, c'est pas du tout évident, hein, parce que c'est l'affrontement de la volonté et quand vous avez Pluton, il y a toujours cette dimension, je le dis souvent, où les choses sont cachées, les choses sont l'ombre. Alors là, je vous parle vraiment de l'ombre de Pluton. L'ombre de Pluton, c'est tout ce... vous savez, c'est euh, tous les jeux de pouvoir, surtout en Capricorne, hein, il a été beaucoup en Capricorne, tout ce qu'on a vu des abus de pouvoir institutionnels, de comment certaines personnes qui ont le pouvoir utilisent les autres pour dominer, le besoin absolument d'exister en écrasant les autres. Enfin, je pense tout l'ombre de ce monde moderne, on pourrait dire, ou je ne sais pas si c'était avant pareil, mais en tout cas, toute cette volonté qui se fait au détriment de l'autre, qui veut écraser les autres, qui veut détruire les autres, hein. Voilà, toute cette violence aussi très très forte. Par contre, c'est sûr que Vénus opposée Pluton, pardon, Mars opposé Pluton dans cette pleine lune peut intensifier ces énergies-là, aussi au niveau individuel, hein, qui va nous donner l'impression qu'on a un volcan qui est en train de bouillir, ou au contraire, avec Chiron, nous montrer qu'on a tellement réprimé ce feu volcanique qu'on se crée, alors voilà, avec Chiron, et surtout avec un Mars en cancer, tout ce qui est les symptômes inflammatoires dans le corps, hein, toute l'inflammation, il y a quelque chose de très inflammatoire, mais avec le cancer à l'état latent, quelque chose qui est latent et qui pourrait comme ça sortir, outburst, vous savez, quelque chose qui sort et on s'y attendait pas, hein. Donc c'est vraiment le défi. Pourquoi? Parce que moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que quand on calme aussi certaines choses en nous, on contribue justement dans cette reliance à calmer aussi autour de nous, en tout cas Mars en cancer à l'échelle de nos familles, à l'échelle de nos foyers, à l'échelle justement de ce qui nous entoure. Et le fait qu'il y ait cette clé de Chiron, Chiron dans la mythologie, il est le plus sage des centaures. Et c'est marrant, au début, je me disais, tiens, quel mythe, hein. Je suis allée tomber sur, je suis allée chercher des textes sur les anciens centaures et qu'il y avait différentes familles de centaures et surtout, souvent, ils étaient tous très violents, hein. C'est même, ils étaient toujours, voilà, ils abusaient pendant le mariage, là où a été blessé Chiron, ils violaient la mariée. Enfin, c'est vraiment normalement le bas de l'instinctuel où il n'arrive pas, il y a quelque chose de très pulsionnel, de très régressif, hein. Et Chiron, pourtant, c'est celui de par... Alors, est-ce que, ça on ne nous dit pas hein, dans la mythologie, c'est une interprétation personnelle, est-ce que le fait justement déjà, il a une autre lignée, il n'a pas la même lignée que la plupart des centaures, les autres centaures, ils sont liés à Ixion. Est-ce que c'est sa blessure qui le rappelle son humanité, comme nous dirait James Hillman, que lorsqu'on est blessé et qu'on se sent boiteux,
on est obligé quelque part de toujours garder cette verticalité, donc de se rappeler, parce que je vous disais en début de vidéo de Vénus-Neptune, de se laisser traverser par quelque chose de plus grand que nous. Et est-ce que c'est ça qui lui donne cette différence? Est-ce qu'il arrive, de par Chiron est élevé par Apollon, donc il apprend, j'allais dire, le raffinement solaire hein, de la balance, et par Artémis, donc il apprivoise, il est dans une grotte, donc peut-être que de par le fait d'avoir vécu dans sa grotte, il a apprivoisé toutes ces forces, tous ces monstres intérieurs. Hein. Mais c'est sûr que c'est une pleine lune, je trouve, qui va nous demander d'apprivoiser à l'intérieur de nous ces choses que des fois on peut trouver monstrueuses, hideuses, hein, et pourtant qui ont un cadeau. Hein. Les personnes qui ont des aspects Pluton, par exemple, Chiron, dans un thème, il y a un côté très, on pourrait appeler ça très chamanique, mais de personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont une initiation. Hein. Et je sais que, par exemple, dans les initiations mayas, les gens, je crois que c'était au moment du solstice d'hiver, ils allaient dans les grottes et ils restaient dans les grottes, apprendre justement de cette rencontre avec l'obscurité pour en sortir transformés et ensuite pour exercer comme prêtre ou interprète justement des forces élémentaires. Donc il y a quelque chose qui va nous demander, hein, sans doute, dans ce moment inconfortable, tant sur le plan collectif que sur le plan individuel, d'apprivoiser quelque chose en nous. On dit souvent que Chiron est la clé du remembrement, donc de peut-être faire une forme de paix euh, de ces énergies du dessous qui nous soulèvent, hein, de faire la paix avec nos propres force de destruction à l'intérieur de nous, ou tout ce qui peut être aussi de là où on se fait violence. Hein. Je reviens à ce que j'ai dit, Chiron Lune, Lune en Bélier, on se fait violence, en tout cas dans le monde symbolique, quand on ne respecte pas cette douceur de la Lune, quand on ne se laisse pas envelopper, quand on ne repose pas, quand on ne respecte pas nos rythmes physiques, quand on ne dit pas vraiment les choses, mais qu'on préfère les ravaler. Hein. Donc je me dis, malgré tout, il y a quand même une invitation à écouter au plus profond de nos tripes ce qui s'agite sans en avoir peur, parce que la métamorphose promise par tout cet aspect, c'est peut-être justement de recréer des nouvelles alliances, Soleil-Junon, donc des nouvelles alliances à l'intérieur de nous, si on prend Junon comme étant un aspect de ce hieros gamos, de ce mariage intérieur, donc marier ce monde du dessous et ce monde du dessus, hein, réunir Apollon et Dionysos, les forces instinctives et les forces de l'âme, enfin, tout ce que vous voulez comme concept dans votre propre panthéon intérieur qui vous évoque cette dualité entre le haut et le bas, entre certaines forces en vous et certaines aspirations de l'âme. Et j'espère que on pourra, en tout cas, chacun utiliser cette intensité astrologique pour créer, parce qu'il y a aussi une très très grande force créatrice qui se libère lorsque Mars, Pluton sont dirigés pour construire plutôt que détruire, pour faire tisser de nouvelles alliances plutôt que de détruire. C'est vraiment pouvoir sentir que justement tout ce volcan intérieur peut permettre de libérer une énergie créative. Et Mars en Cancer, ça peut être un moment, en tout cas, pour incuber, hein, sans se faire du mal, sans s'enflammer, tous les projets créatifs que lorsque Mars sera en Lion, même s'il va être aussi une fois en opposition à Pluton au mois de décembre, vraiment pouvoir oser aller dans une forme d'authenticité. On l'a vu, libérer des valeurs sociétales, sans avoir peur aussi d'utiliser Mars, parce que moi je me dis toujours Mars dans la plus haute lumière de l'image archétypale, c'est quand même les chevaliers du Graal qui non seulement avaient la force et le courage, mais surtout la noblesse du cœur d'aller écouter l'appel intérieur et de toujours ramener dans la communauté ce qu'ils avaient trouvé. Donc voilà pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je reste toujours comme toujours, disponible pour les consultations. Je relance aussi mon cours, mais je vous en parlerai, j'oublie à chaque fois, donc j'en parlerai peut-être pour la prochaine vidéo, mais toutes les informations sont toujours dessous et n'hésitez pas. Et je vous souhaite une belle semaine.